dans le chaos ambiant de l'Irak, l'histoire d'une fratrie, celle des Al-Fatlawi. Hossam Al-Fatlawi est le gérant d'un café situé dans la plus célèbre rue commerçante de Bagdad. Cette rue est devenue une cible de choix pour les terroristes djihadistes malgré l'horreur. Les frères Al-Fatlawi veulent croire en des jours meilleurs. Regardez. La rue Karada Dakhel à Bagdad, quelques heures à peine après un attentat. Depuis des mois, cette artère populaire et animée de la capitale irakienne est devenue une cible de choix pour les djihadistes du groupe État islamique, qui sèment la mort à coups de bombes. Le 3 juillet, c'est ici qu'ils ont perpétré l'attentat le plus meurtrier jamais commis à Bagdad, tuant 323 personnes. Parmi les premiers à atteindre le site du carnage pour aider les blessés, des membres de la famille Al-Fatlawi. À chaque fois qu'une explosion a lieu, nous sommes les premiers à le savoir à cause du bruit, surtout à Karada, puisque nous habitons ce quartier. Parfois, on s'appelle entre nous pour se prévenir, mais dès qu'on entend le bruit, on sort de chez nous, on se rassemble très vite entre amis sur les lieux de l'explosion et on commence à transporter les blessés et les morts à l'hôpital. Mais comme tous les habitants de Karada Dakhel, les Al-Fatlawi ne sont jamais à l'abri du drame. Le 5 septembre, un nouvel attentat au véhicule piégé touche la rue. Parmi les victimes, Ali, dont son oncle Hossam montre ici les photos. À minuit, ils ont appelé Ahmad, l'un des frères d'Ali. Puis l'un de nos voisins est venu nous apprendre la nouvelle. Nous sommes allés à l'hôpital Cheikh Zayed et nous l'y avons trouvé. Toujours en deuil, la famille d'Ali tente pourtant de tourner la page, à l'image d'autres habitants qui veulent que Karada Dakhel reste aussi animé qu'avant, malgré la mort et les bombes. Fin août, un café-librairie a ouvert ses portes sur la rue, avec un concert d'inauguration. À l'heure actuelle, la situation est bonne. Il y a des fouilles, on espère que ça va continuer. Il ne faut pas que les forces de l'ordre se reposent sur leur laurier. Elles doivent poursuivre leurs efforts, surtout ici à Karada, parce que c'est un endroit important dans le pays. Si le terrorisme frappe Karada, c'est comme s'il frappait le cœur de tout l'Irak. La rue est fermée à la circulation régulièrement après les derniers attentats, même si les autorités ont placé à ses entrées des portiques mobiles de détection. Les cafés et commerces persistent, eux, à rouvrir, malgré la menace permanente, comme un ultime pied de nez face à la violence djihadiste. Eric Aldezo, Jonathan Serrero, bonjour. Tout de suite vous, Jonathan, quand on évoque ce conflit en Irak, on ne pense qu'à une chose, à ces enfants qui sont finalement les principales cibles eh bien justement de ces djihadistes. Oui Valérie, une cible facile et autant dire que la situation des enfants d'Irak est en tout point aujourd'hui cataclysmique et on va s'en rendre compte au travers de tous ces chiffres que l'on va voir tout de suite à l'écran. D'après un rapport publié récemment par l'UNICEF, un enfant sur 5, soit 3,6 millions d'enfants irakiens, risquent aujourd'hui de mourir, d'être blessés, d'être soumis à des violences sexuelles et même recrutés par les djihadistes du Daesh. D'ailleurs, 900 enfants viennent d'être enlevés il y a de cela 10 jours à Mossoul. C'est au total près de 1500 enfants, 1496 exactement, au cours de ces 2 dernières années qui ont été enlevés en Irak. Par ailleurs, les résultats du rapport montrent que 4,7 millions d'enfants ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire. La plupart se trouvent à Falloujah ou Mossoul, 2 villes en proie au combat. Ce qu'il faut ajouter aussi, Valérie, c'est que près d'une école sur 5 ne fonctionne plus aujourd'hui et 3,5 millions d'enfants sont désormais déscolarisés en Irak. On va écouter tout de suite Malek, 11 ans, nous éclairer sur les pratiques de Daesh et l'une des psychologues sur place en Irak. On les écoute tout de suite. L'État islamique ne nous enseignait pas comment devenir médecin ou ingénieur. Il nous apprenait qu'une mitrailleuse plus une mitrailleuse égale 2 mitrailleuses, ou une balle plus une balle égale 2 balles. Il faisait juste de notre vie un enfer. Les choses dont les enfants parlent le plus, c'est le son des roquettes. C'est ce qui les embête le plus. Ce sont des enfants qui ont souffert du bruit. Quand ils entendent un avion, même ici, ils ont l'impression de revivre ce qu'ils ont vécu. Des témoignages poignants, Jonathan, qui a conduit l'UNICEF à justement faire un appel aux gouvernants et à mettre au point un arsenal de mesures à mettre en place. Oui, l'institution onusienne appelle à des actions urgentes pour protéger le droit des enfants irakiens. L'UNICEF a donc présenté un plan en 5 points, mettre fin aux meurtres et autres types de violences,
stopper aussi les attaques contre les écoles et les bâtiments administratifs, fournir un accès humanitaire libre et inconditionnel à tous les enfants sans opérer de distinction géographique, assurer bien sûr leur liberté de circulation et de mouvement, et aussi étendre et améliorer l'éducation pour tous les enfants déscolarisés avec des classes de rattrapage sur place, fournir aussi des programmes psychosociaux et récréatifs pour aider les enfants à guérir et à surmonter leur traumatisme. Pour financer son plan, l'UNICEF a besoin aujourd'hui de 100 millions de dollars, Valérie, pour poursuivre donc ses interventions et ses opérations en Irak. Et pris en otage dans ce conflit interminable, la population irakienne n'a pas d'autre choix que de fuir ces combats. C'est le cas à Mossoul. Hommes, femmes et enfants bravent le froid et la nuit pour sauver leur peau. Cassandre Bergel nous amène sur les routes de la guerre. Ils arrivent couverts de poussière et vidés de leurs forces. C'est pour fuir le contrôle de l'État islamique que les habitants de Mossoul et des villages environnants se présentent devant les soldats du camp de Jeddah. Ils sont encore sous le choc de la violence des combats vécus quelques jours plus tôt. Le camp est ouvert depuis le 19 octobre 2016. Il est géré par les autorités de la province de Ninive avec l'aide d'OGN et de l'UNICEF. Mahmoud, une déplacée irakienne, n'oublie pas les horreurs subies après une nuit de marche éprouvante avec sa famille. 2 familles sont venues après nous. L'une d'entre elles a été tuée par une mine. Tous les membres de la famille sont morts. Et l'autre famille, des membres du groupe État islamique, l'ont entourée. Ils ont tué les hommes et même les enfants. Et ils ont laissé les femmes partir. Dans un paysage dévasté, entre épaves de véhicules et égouts à ciel ouvert, des dizaines de civils abandonnent leurs maisons et quittent leur ville. Ils n'emportent avec eux seulement quelques sacs. Tous contiennent de maigres possessions, vêtements et galettes de pain. Les soldats irakiens ont installé un poste de contrôle pour assurer la prise en charge de tous ces déplacés. Ils leur fournissent eau, nourriture et se chargent de leur transport. Certains fugitifs profitent du chaos pour s'immiscer au milieu de toutes ces familles démunies. Mais les autorités veillent au grain et parviennent à procéder à leur arrestation. Les déserteurs du groupe État islamique viennent, ils ont peur. Ils fuient le groupe avec les familles après s'être rasé la barbe. Immédiatement, les familles nous indiquent qui ils sont. La capacité du camp de Jeddah s'étend sur 1000 tentes. Elles peuvent accueillir jusqu'à 1000 familles et 1 millier de tentes supplémentaires devraient voir le jour grâce à l'intervention des OGN onusiennes sur place. Car si les réfugiés syriens sont depuis le début des conflits sur le devant de la scène médiatique, les Irakiens ne sont pas en reste. En Irak aussi, les civils irakiens continuent d'aller et d'avancer vers des camps de déplacés autour des zones de combat. Mais combien sont-ils exactement? Que deviennent ces réfugiés? Quels sont leurs statuts? Quelles sont leurs options de survie? Eric, est-ce que vous pouvez nous faire la synthèse de cette situation? Absolument Valérie, eh bien, on peut dire que la situation est juste catastrophique, mais je reprendrai l'expression de Jonathan qui est plus juste, cataclysmique. Il est bien entendu complexe d'être certain des différentes statistiques que l'on peut récolter sur le terrain et l'on peut aisément comprendre pourquoi. Tout d'abord, les combats font rage et les populations fuient dans la panique et la peur. Il y a un stress, donc il est difficile dans ces conditions d'établir des statistiques fiables au calme. Il faudra certainement attendre la fin des combats pour se rapprocher de l'une des statistiques les plus exactes, le nombre de décès, le nombre de blessés, de déplacés, de réfugiés, sans compter qu'il faut dissocier les réfugiés syriens ou irakiens qui sont parfois entremêlés. Néanmoins, nous nous sommes basés sur les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le HCR, qui sont aussi éloquents que terribles. Et pour tenter de comprendre l'ampleur du désastre, un seul chiffre, rien que sur la bataille de Mossoul, depuis le 17 octobre dernier, 120 000 personnes ont dû fuir leurs habitations. Les ONG craignent que cette féroce bataille n'entraîne à elle seule le déplacement de plus d'1 million de civils, pour ne pas dire 2 millions selon les plus pessimistes. Alors ce sont évidemment des chiffres impressionnants. Est-ce qu'on en sait davantage sur la situation de ces réfugiés irakiens depuis le début du conflit en 2014 ? Oui, on essaye d'y voir clair et pour tenter de mieux comprendre, nous allons ensemble regarder quelques chiffres en images. Un premier chiffre tout d'abord, 3 millions d'Irakiens déplacés depuis le début des combats en 2014. Il y a 1,2 million de déplacés dans des camps temporaires. Parmi eux, 450 000 personnes, qui correspondent à 76 000 familles, sont dans 2000 camps de fortune. Et 735 000 autres personnes, à peu près 130 000 familles, dans 260 camps officiels. On va pouvoir voir sur une carte maintenant
où se répartissent les 5 plus importants camps, car il y en a une multitude. Nous allons voir que sur Dohuk, il y a 216 000 déplacés, à Salah al-Din, 200 000, à Anbar, 192 000, à Ninive, qu'on a vu dans le reportage, 186 000, et à Kirkouk, 120 000 déplacés. Mais combien de temps ils restent dans ces camps, Eric, et surtout, quel est leur statut juridique ? C'est deux bonnes questions. Combien de temps? Une question malheureusement à laquelle nul ne peut vraiment répondre. Le spectre varie de quelques jours, quelques semaines à quelques mois, voire quelques années. Et pour comprendre le statut qu'ont ces réfugiés, nous allons voir un dernier tableau et vous allez voir le statut qui leur est attribué. Il y a tout d'abord le statut classique de réfugié. Une fois qu'ils ont obtenu, par exemple, suite à une demande d'asile, un statut de réfugié, soit dans leur propre pays, soit dans un pays étranger. Il y a ensuite les demandeurs d'asile. Nous avons aussi les déplacés à l'intérieur du pays, les apatrides et les rapatriés, ceux qui, après avoir été réfugiés par exemple à l'étranger, seront rapatriés dans leur pays d'origine. Merci Eric, merci Jonathan. Et principale source de revenus, les puits de pétrole sont la cible de l'État islamique. Les terroristes de Daesh mettent le feu au champ d'or noir situé à Karaya pour ralentir l'avancée des forces gouvernementales en direction de Mossoul, le dernier grand bastion des terroristes. On regarde. Ces moutons, dans les environs de Kayara, à 60 km au sud de Mossoul, ont perdu leur couleur naturelle. Les combattants du groupe État islamique ont brûlé des dizaines de champs de pétrole près de la ville. Ils sont depuis devenus noirs à cause d'un énorme nuage de fumée suspendu dans les airs. Pour Haïdar, son troupeau et son gagne-pain, mais les affaires ne marchent plus comme avant. Personne n'achète ces moutons au marché parce qu'ils sont tous devenus noirs. Les djihadistes du groupe EI avaient mis le feu à ces champs de pétrole en août pour ralentir l'avancée des forces gouvernementales sur Kayara dans la bataille pour Mossoul au nord. Certains des incendies n'ont pas été éteints et les puits crachent encore des colonnes massives de fumée noire toxique. Les ingénieurs pétroliers, pompiers et policiers travaillent sans relâche pour éteindre les flammes en pompant de l'eau dans ce puits en feu. Je suis venu ici, sur ce champ de pétrole, pour essayer autant que possible d'être responsable, pour aider mes frères de la compagnie pétrolière du Nord à éteindre les incendies dans ces puits et sauver les civils et les habitants de cette région qui souffrent de la brutalité du groupe État islamique. L'État islamique est comme un cancer. Ils ont complètement détruit l'infrastructure de l'Irak. Pour éteindre les feux, le processus est compliqué et dangereux. La police vérifie d'abord que l'EI n'a pas disséminé des mines à l'entrée des puits de pétrole. Cela peut prendre jusqu'à 1 mois et seuls 2 des 19 puits incendiés ont été éteints. Et l'impact sur la santé des habitants de villages voisins inquiète de plus en plus. La plupart d'entre eux sont restés malgré la fumée. Ça affecte mes poumons. Je prends des médicaments depuis 3 jours à cause de la fumée. Ça affecte aussi l'environnement et la planète. Ça a tout détruit. D'après le programme environnemental de l'ONU, les incendies de pétrole brut produisent une large gamme de polluants, dont la suie et les gaz qui peuvent causer l'irritation de la peau et l'essoufflement, mettant en danger les habitants de Kayara, dont la vie est à présent rythmée par la fumée qui semble s'être figée dans les cieux.